bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 14 novembre 2025, dont voici les titres. Journée mondiale du diabète, mobilisation internationale aujourd'hui pour rappeler les dangers de cette maladie chronique. Les spécialistes insistent sur la prévention et sur la nécessité d'adopter une alimentation saine au quotidien et rappellent l'importance du dépistage précoce car beaucoup de patients ignorent encore qu'ils sont atteints de diabète. Riz sénégalais, l'État franchit un cap avec la signature d'un protocole d'accord majeur pour réorganiser la commercialisation du riz local. Objectif, stabiliser les prix, renforcer la consommation nationale et garantir une meilleure visibilité économique aux producteurs. Les détails dans cette édition. Mali, 2 généraux ont été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Abbas Dembélé et Neba Sagara rejettent toute implication. Ils font partie d'un groupe de militaires arrêtés depuis août 2000 dans une affaire de tentative présumée de déstabilisation. Et puis football, avant le choc amical entre le Sénégal et le Brésil, le sélectionneur Pape Thiaw s'est exprimé devant la presse. Un match de prestige, mais aussi un véritable test face à l'une des sélections les plus fortes du monde. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Je dirais même Ce vendredi 14 novembre marque la journée mondiale du diabète, une occasion pour sensibiliser sur l'importance de la prévention et les risques liés à cette maladie chronique. C'est aussi une journée de recommandation pour une alimentation saine et équilibrée. Aïssatouba. Ce 14 novembre est célébrée la journée mondiale du diabète, une maladie chronique qui ne cesse d'augmenter dans le monde. Au Sénégal, le taux de prévalence est estimé à 4,2% et chaque année, environ 2000 Sénégalais sont touchés par la maladie. Des données confirmées par Dr Aïssatou Diallo depuis Abass Ndao. Déjà, il faut savoir que le diabète est un problème de santé publique de par sa prévalence et surtout de par ses complications. Aujourd'hui, selon la Fédération internationale de diabète, une personne sur 9 serait concernée dans le monde. Au Sénégal, selon la dernière enquête de l'étude STEP, on a 4,1% qui est diabétique en fait. Le diabète, une maladie non transmissible qui se révèle sous plusieurs types. Elle se manifeste par les signes suivants. Le diabète se manifeste par une polyurie, c'est-à-dire que le malade urine beaucoup, accompagné d'une polydipsie, il boit beaucoup. On a en général un amaigrissement aussi, qui est progressif. Et on a aussi une polyphagie. Il urine beaucoup, il boit beaucoup, mais on a cet appétit-là qui est conservé. Une maladie définie par l'excès de sucre dans le sang. Les malades sont obligés à suivre une alimentation équilibrée et saine pour échapper aux complications du diabète. Docteur Cissé, diététicien, revient sur les recommandations. Bon, les recommandations sont simples. Il faut toujours respecter ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Donc le diabétique, comme tout le monde, a besoin d'apport énergétique, un bon apport en féculents surtout, c'est-à-dire tout ce qui concerne les céréales, les tubercules, les pâtes alimentaires. Le diabétique a besoin de 2 à 3 fruits par jour, mais toujours répartis dans la journée. Donc, et à ce qui concerne aussi les légumes, il n'y a pas de restitution. Le diabétique peut manger tous les légumes. Mais le problème, parfois, on mélange les légumes. La prise en charge se révèle des fois difficile pour les malades. Chaque patient dépense en moyenne 75 000 francs par mois. Au centre Marc Sankalé de Abass Ndao, chaque jour, des centaines de malades sont reçus pour différents motifs. Donc, pour la prise en charge, ici, nous sommes au centre du diabète, le centre Marc Sankalé, qui est le centre de référence. Nous voyons minimum 100 patients par jour. Bon, il y a plusieurs unités. Il y a la salle de pansement, la salle de podologie, qui prend beaucoup de patients avec les complications, avec les pieds diabétiques, qui est l'une des complications du diabète. Il y a l'unité de consultation externe, il y a la salle d'insulinothérapie. Le diabète, une maladie chronique parmi les plus inquiétantes à travers le monde. Au Sénégal, la maladie ne connaît pas de recul, surtout chez les personnes âgées de plus de 45 ans.
La question de la prise en charge du diabète a été soulevée avec la présentation du projet de construction du centre Marc Sankalé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahim Assi, est venu présider la célébration de cette journée de lutte contre le diabète, a rappelé l'engagement du Sénégal à renforcer ses efforts tant sur le plan financier que matériel pour freiner la maladie. Il s'est exprimé au micro d'Aïsatouba. Me réjouir d'être là ce matin dans le cadre de la journée sur le diabète et de visiter le centre Marc Sankalé. Et il y a deux aussi points d'attention particulièrement qui concernent la prévention. Parce que comme on est dans la journée, il faut insister. Et la prévention, il est à deux niveaux. Il y a la prévention pour les gens qui n'ont pas encore le diabète. Et c'est extrêmement important de sensibiliser sur l'ensemble des facteurs de risque pour qu'ils puissent éviter cette pathologie-là au regard du coût de prise en charge extrêmement élevé. Parce que c'est une maladie chronique, c'est une maladie pour laquelle il faudra dépenser durant toute la vie. Donc il va falloir qu'on réfléchisse davantage sur nos comportements, sur nos habitudes alimentaires qui nous exposent à cette maladie-là. Le deuxième niveau de prévention, c'est celui qui a le diabète et pour qui il va falloir faire un accompagnement pour qu'il n'aille pas vers l'aggravation. Donc nous allons vers le vote du budget demain à l'Assemblée nationale. On a fait des arbitrages au préalable, mais dans l'enveloppe qui est disponibilisée pour les hôpitaux, moi je demanderai, et ce sera un engagement personnel, pour que l'hôpital Abass Ndao puisse avoir comme une subvention beaucoup plus importante que la subvention actuelle, qui ont été engagés et de contribuer auprès de l'ensemble des donateurs pour qu'on puisse accélérer le travail. Et je sais que l'hôpital a aussi engagé beaucoup de réformes qui aujourd'hui sont en train d'améliorer les recettes. Et il faut qu'ensemble, qu'on voit un peu en termes d'équipement, la meilleure stratégie pour que ce soit très accessible, pour qu'ils puissent le faire tout sur place, parce que je sais qu'il y en a qui sont obligés de se déplacer et aller même en dehors de l'hôpital pour pouvoir le faire. La commune de Sandiara a inauguré la maternité de Loulindia, un soulagement majeur pour les femmes de 10 villages environnants qui n'auront plus à courir de longues distances pour donner naissance à leurs enfants. Un projet réalisé grâce à une coopération entre la municipalité et des partenaires français qui ouvre la voie à d'autres initiatives, toujours dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations. Astousso et Ousmane Bitey. La maternité de Loulindia dans la commune de Sandiara vient d'être inaugurée, une vraie bouffée d'espoir pour les femmes de 10 villages qui n'auront plus à parcourir des kilomètres pour accoucher. Il est venu à son heure, car la vésicité du poste de santé actuel et les difficultés de prise en charge des différentes pathologies rencontrées exigent des infrastructures plus adéquates et plus personnelles mieux outillées. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour la gestion et le maintien, car il est très court de construire, équiper, mais il est encore mieux d'entretenir et de maintenir en bon état. D'autres projets sont déjà annoncés dans le domaine de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, preuve d'une coopération durable au service du développement local. Nous avions alors exprimé un rêve collectif, celui de doter Loulindia et ses environs d'une structure moderne, accessible et adaptée aux besoins des femmes, des mères et des enfants. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. La maternité que nous inaugurons aujourd'hui est un symbole d'espoir, de dignité et de solidarité humaine. Elle représente la volonté d'une communauté qui avance, d'un partenariat qui fonctionne et d'une coopération décentralisée qui porte ses fruits. Avec cette maternité, Loulindia entre dans une nouvelle ère, symbole d'espoir et de progrès pour toute la communauté.
Le G7 regroupant des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation comme le QSAMS, le SAEMS, l'UDEN ou encore le CELS a annoncé une grève de 48 heures les 18 et 19 novembre prochains. Ils veulent dénoncer le silence assourdissant des autorités face à leur situation, mais aussi le non-respect des accords signés en 2022. Écoutons à ce propos Cheikh Moussa Sall, il est le trésorier général du SAEMS, membre du G7, il a été joint au téléphone par Monsou Djassé. Depuis hier, vous avez vu qu'il y a un communiqué qui circule, qui a été produit par le G7, donc suite à la rencontre d'évaluation qui s'est tenue avant-hier. Lors de cette rencontre, c'était donc l'évaluation de la journée du 15 et du 16 octobre 2025 était donc l'objet d'une grève et d'un débrayage. Et depuis lors, pratiquement les questions sont restées à l'état actuel, c'est-à-dire aucun avancement sur toutes ces questions qui ont été évoquées lors de la plateforme du 15 et du 16 octobre. De ce qui fait qu'aujourd'hui, la question, par exemple, aujourd'hui de l'entrée administrative est restée en l'état. La question aujourd'hui de ce qu'on appelle la surimposition sur les rappels est restée en l'état. La question aujourd'hui sur ce qu'on appelle aujourd'hui les formations, pratiquement, il y a encore pas d'avancée. La question aujourd'hui des décisionnaires aussi, qui est une question aujourd'hui qui touche une bonne partie des enseignants. Aujourd'hui encore, jusqu'au moment où nous parlons, on attend encore ces fameux décrets-là dont on nous avait parlé lors du dernier conseil interministériel qui préparait la rentrée scolaire. Et pour toutes ces questions-là aujourd'hui et d'autres questions que peut-être je n'ai pas encore évoquées, aujourd'hui nous pensons qu'en tant que syndicat organisé, en tant que G7, nous sommes tenus effectivement aujourd'hui de mener le combat pour la carrière des enseignants, de mener le combat pour une école de qualité. Et comme je l'avais dit lors de votre émission, depuis lors, on attend encore une rencontre, ne serait-ce qu'une rencontre avec ce qu'on appelle aujourd'hui le comité de suivi. On avait pensé qu'à la suite des journées du 15 et du 16 octobre 2025, le gouvernement allait au moins convoquer ce qu'on appelle ce comité de suivi-là. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de rencontre, il n'y a même pas de réponse quoi que ce soit sur quoi que ce soit. C'est pourquoi le G7 s'est réuni après l'évaluation des journées du 15 et du 16, a décidé effectivement de reprendre l'âge de guerre. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé hier la signature ou plutôt la conclusion d'un protocole d'accord majeur destiné à réorganiser la commercialisation du riz sénégalais. Au cœur de l'accord, la volonté des autorités de stabiliser le marché, d'encourager la consommation du riz local et d'offrir aux producteurs une visibilité économique à long terme. Une décision bien appréciée par les acteurs de ce secteur, nous dit Nélandiaï dans son reportage. Le kilogramme de riz local est fixé maintenant à 350 francs avec une interdiction de son importation. Une annonce faite hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, lors de la signature du protocole d'accord sur la commercialisation du riz local. L'objectif visé est d'encourager la consommation de production intérieure et renforcer le soutien de la production nationale. Une annonce qui semble faire le bonheur des agriculteurs. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important dans la mesure où il y avait un programme qui voulait que nous soyons autosuffisants en 2017, mais finalement, ça n'a pas été. Et je pense que si vraiment pour cette année, l'an 1 ou l'an 2 du présent régime, on parvient à vraiment arrêter l'importation parce qu'il y a suffisamment de production et arrêter un prix. Donc, ça ne peut qu'être bénéfique pour le monde rural parce que d'abord, ça encourage le producteur, ça lui fait acheter son produit, mais aussi, peut-être, la tendance peut aller aussi pour l'autosuffisance en riz. Donc, et ça contribuera aussi pour l'économie parce que l'argent qu'on mettait pour acheter le riz de l'extérieur, ça va tourner au niveau du Sénégal. L'association des boutiquiers du Sénégal se réjouit de la situation tout en relevant que l'État n'a pas encore communiqué sur le prix d'achat du riz local. Nous prenons acte de la décision de l'État de fixer le prix du riz local à 350 francs et de suspendre temporairement l'importation du riz indien. C'est une mesure qui montre la volonté des autorités à soutenir notre production nationale et en tant que boutiquier, nous saluons cet effort. Cependant, nous souhaitons attirer l'attention sur un point essentiel. Jusqu'à présent, l'État ne nous a pas communiqué le prix d'achat officiel du riz local. Sans cette information, il nous est difficile d'apprécier l'écart réel entre le prix d'achat et le prix de vente. Les boutiquiers pourraient même se retrouver pénalisés si le coût en amont ne sont pas clarifiés. Nous voulons également rappeler que le riz indien joue un rôle important dans la consommation quotidienne des ménages.
Aujourd'hui, une grande partie de la population dépend de ce riz. Si sa disponibilité est réduite brusquement, la demande pourrait devenir supérieure à l'offre, ce qui risque d'entraîner une flambée des prix et cela créerait un autre problème. Cependant, les agriculteurs demandent à l'État d'élargir l'octroi des terres pour plus de production agricole. Et nous demandons à l'État aussi de faire le maximum possible pour aménager les terres parce que vraiment, je pense qu'on a suffisamment d'hommes pour travailler la terre. Et c'est seulement à partir du secteur primaire qu'on peut d'abord faire un premier jet du développement et aller à la transformation et au secteur tertiaire. Donc moi je pense que il faut les encourager, il faut leur dire de marquer encore la cadence pour vraiment, comme j'ai dit tantôt, aménager les terres parce qu'on a assez d'eau et faire travailler la jeunesse pour que vraiment tout le monde s'y trouve pour un résultat vraiment satisfaisant pour l'agriculture. Le Sénégal dispose d'une master propice au riz, d'un savoir-faire des riziculteurs, d'une interprofessionnalisation des acteurs et du soutien de partenaires et d'institutions de recherche comme l'ISRA. La 3e édition du Forum de l'investissement féminin FIF s'est ouverte à Dakar sur le thème entrepreneuriat au féminin à l'heure de l'intelligence artificielle, initié par le Women Investment Club. L'événement met en lumière les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour booster l'entrepreneuriat féminin, notamment la transformation post-récolte. Président de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne a appelé les femmes à exploiter les technologies numériques pour réduire la pauvreté, mais aussi renforcer la souveraineté alimentaire au Sénégal, suivant ses propos au micro d'Ali Mangassa. Et le thème de ce forum, c'est de sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités qu'offre l'IA, mais aussi de voir quels sont les challenges pour un entrepreneur dans nos écosystèmes, de prendre ces opportunités-là, de mettre en place des processus drivés par l'IA et vraiment, encore une fois, de voir grandir ses projets et son entrepreneuriat en utilisant l'IA. Nous avons, alors, lorsqu'on regarde le portefeuille du WIC aujourd'hui, on a un portefeuille qui est presque à 40% d'entreprises qui sont dans l'agrobusiness ou dans les chaînes de valeur agricole. Donc on comprend et on croit à l'importance de l'agriculture et du secteur agricole. Le ministre nous a challengés, mais en fait, on se parle tous les jours sur WhatsApp pour justement voir quelles sont les opportunités qui sont alignées. Parce qu'un partenariat, c'est un alignement, c'est une vision commune, et c'est ça qu'on est en train de travailler ensemble. Il l'a répété encore une fois aujourd'hui, et nous allons lui rendre visite, je le dis clairement, pour pouvoir justement nouer ces partenariats qui font du sens et qui permettent aux entrepreneurs femmes dans les chaînes de valeur agricole, et encore une fois, le WIC est là aussi pour, au-delà des chaînes de valeur agricole, de grandir et de pouvoir réaliser leur plein potentiel. Citer très chaleureusement la présidente du Women Investment Club, ces brillants entrepreneurs qui sont en train de faire un excellent travail pour notre pays. Non seulement ils mobilisent des capitaux, mais ils investissent dans notre pays. Aujourd'hui, l'honneur m'a été donné de venir non seulement faire le discours d'ouverture, mais aussi de leur présenter les opportunités d'investissement qu'il y a dans l'agriculture, dans l'élevage, mais aussi dans toute la chaîne de valeur de ces filières-là. Trouver du travail devient de plus en plus difficile à Dakar. Le diplôme n'est plus une assurance à l'emploi, et ce, en dépit des nombreux programmes mis en place par les pouvoirs publics. Pendant que les uns sont dans le désespoir, les autres comptent sur les bras longs pour trouver un emploi. Reportage signé Amsatougano et Vieux Ndiaye. Diplômé reste toujours une problématique majeure au Sénégal, malgré l'effort de l'État. Après des années d'études, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à avoir un entretien d'embauche, encore moins un travail. Cette situation oblige certains à faire une reconversion dans d'autres métiers. Là, c'est très décourageant d'étudier pendant des années et ne pas parvenir à décrocher un travail. C'est dommage, et cette situation même nous influence parce que la plupart de ces diplômés finissent toujours par se reconvertir. Les parents qui ont assuré la formation de leurs enfants souffrent aussi du chômage dont sont victimes ces derniers. Ce père de famille à la retraite nous explique son cas. Nous, les parents, souffrons aussi du chômage auxquels nos enfants sont confrontés, car ils devaient nous prendre en charge avec un petit boulot. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui nous occupons toujours d'eux.
Au Sénégal, le clientélisme prime des fois sur les mérites selon cet élève. Le clientélisme est une cause du chômage des jeunes diplômés parce que imaginez qu'on embauche une personne qui n'a même pas l'expérience d'occuper un poste. Le chômage s'accroît d'année en année. Selon Maguette Anne, le certificat de fin d'études élémentaires suffisait à leur époque pour décrocher un travail stable et pour lui, le gouvernement devra prendre des mesures face à ce problème. Quand nous étions encore à l'école, avec le CFE, nous pouvions décrocher un travail stable. Cette opportunité, les jeunes ne l'ont pas et c'est le gouvernement actuel qui devrait chercher les voies et moyens pour que le phénomène du chômage soit éradiqué. Ce jeudi 13 novembre, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a effectué une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux sur l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. À l'issue de cette visite de chantier, ce qui concerne également les aménagements connexes et d'autres équipements prévus, le ministre a promis d'avancer ou plutôt d'accélérer la cadence afin que les travaux de ce projet soient terminés dans les meilleurs délais. Il s'est exprimé au micro d'Ali Mangassa. Nous avons tenu à effectuer cette visite suite aux instructions données par le chef de l'État et le Premier ministre de nous voir en tant que ministre des Infrastructures, descendre sur le terrain, recueillir les problèmes que nous trouvons et accélérer la cadence pour que les chantiers soient livrés dans les meilleurs délais. Vous m'avez vu avant Saint-Louis, dans d'autres zones, faire la même chose. Ici, c'est un projet qui doit desservir Dakar, qui quitte Dakar pour desservir donc toutes les zones qu'il va traverser jusqu'à Saint-Louis, une autoroute sur 200 km, répartie en 8 lots, les 6 ont commencé et les 2 autres pas encore. Et nous avons vu certaines entreprises qui quand même ont fait des avancées significatives en termes de respect des délais, mais également en termes de taux d'exécution. Par contre, nous en avons noté certaines qui quand même traînent encore. Et nous avons tenu à leur rappeler le prix qu'accorde le chef de l'État, tout comme le Premier ministre, sur le respect des délais. Parce qu'il est inconcevable que les Sénégalais se mobilisent pour constituer le budget de l'État et qu'une partie soit mise à leur disposition et à leur niveau sur le terrain, qu'ils ne fassent pas correctement ce qui est prévu dans le contrat. Située dans le département de Koupentoun, à la frontière avec la Gambie, la commune de Kaem fait face à un manque d'eau depuis plus d'1 an. Un problème dû au tarissement de la nappe du forage de la localité. Conséquence, les populations sont obligées de se rabattre au village riverain de la Gambie pour trouver le liquide précieux. Une situation déplorable pour le maire de Kaen qui est monté au créneau pour interpeller les autorités. Il s'appelle Mamadi Thiam et s'est exprimé au micro d'Amadou Diallo. On a un problème depuis octobre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Un problème d'eau. D'après les spécialistes et les techniciens, ils nous disent que c'est un problème de nappe. La nappe est tarie, le puits s'est tari, il n'y a plus d'eau. Et pour cela, nous avons fait en tout cas des réactions auprès des autorités de l'hydraulique et aussi au niveau national et même régional pour essayer de juguler ce problème. Malheureusement, depuis lors, jusqu'à présent, on est dans cette situation vraiment difficile pour les populations et pour, je peux dire, toute la zone, parce que c'est un village qui draine un monde le jour du Lumo, les mercredis. Voilà, là nous avons accompagné les populations en les aidant à avoir un peu d'eau avec des mini-forages. Des bonnes volontés aussi ont installé des mini-forages, mais vous savez, les mini-forages ont des limites. Les limites, c'est l'approvisionnement en eau, quand elle est importante, il y a des difficultés de pouvoir satisfaire. Donc ceux qui sont dans ces situations sont obligés de se déplacer dans d'autres villages. Ceci c'est au bénéfice de toute la population et au-delà même c'est l'image de notre localité parce que nous sommes à quelques mètres de la Gambie. On attend beaucoup, ça traîne. J'ai un village qui est partagé en deux. Une partie est en Gambie, une partie est au Sénégal. Les Gambiens ont installé un forage dans leur
contraints. Vous voyez, c'est les populations du Sénégal qui se rabattent maintenant en Gambie pour aller puiser de l'eau. Vous voyez ce que cela fait. À présent, la page internationale en brève que nous démarrons au Mali où plusieurs dizaines de militaires maliens ont été arrêtés par la junte pour tentative de déstabilisation des institutions. C'était en août 2025. Parmi eux, deux hauts gradés, les généraux Abbas Dembélé et Nema Sagara, qui ont été inculpés ce 13 novembre pour atteinte à la sûreté de l'État devant le juge d'instruction, un colonel magistrat. Les deux hauts gradés ont été entendus pendant plusieurs heures avant notification de leur inculpation pour tentative de déstabilisation et atteinte à la sûreté de l'État. Ils ne reconnaissent pas les faits. En octobre dernier, ils ont été radiés de l'armée par décret présidentiel. Plusieurs dizaines d'autres militaires maliens ainsi qu'un diplomate français en poste à Bamako ont été également arrêtés dans le cadre de la même affaire. Et puis au Soudan, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a ordonné ce 14 novembre une mission d'enquête afin d'identifier tous les responsables des violations présumées du droit international à El Fasher au Soudan afin que ces derniers soient traduits en justice. Le pays est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre opposant l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Sport pour clore cette édition en direction du match amical opposant le Brésil au Sénégal. Le sélectionneur national Pape Thiaw, accompagné de l'attaquant sénégalais d'Everton Iliman Ndiaye, a fait face à la presse ce vendredi. Selon Pape Thiaw, c'est un match de prestige qui sera très difficile vu la qualité de l'adversaire. Il s'est exprimé au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. Nous l'écoutons. Donc, comme vous le savez, ça fait une semaine on est là, on a des très belles installations et le groupe vit bien, en bon état d'esprit. On prépare bien ce match comme les autres matchs, même si on sait que c'est une affiche de prestige. C'est le Brésil, une équipe qu'on ne présente pas, une équipe avec, je dirais, même le meilleur entraîneur du monde en activité. Et voilà, et on sait que ça sera un match difficile, un match avec beaucoup d'aspects technico-tactiques et aussi mental. Et aussi un match qui nous attend. On sait qu'avec les individualités brésiliennes et aussi leur collectif, et comme je l'ai souligné dès le début, avec cet entraîneur qu'on ne présente pas du tout dans le monde du football. Aujourd'hui, on va les affronter demain et nous, on a nos arguments à se faire valoir. On a une équipe qui montre des belles choses, mais en tout cas sur ce genre de match, comme c'est un match amical, et il y a des choses à parfaire, il y a des choses qu'on veut continuer à mettre en place et garder nos principes de jeu surtout. Ça se voit que le Sénégal travaille bien, le Sénégal est en train de mettre des choses extraordinaires en place. Maintenant, il ne faut pas trop se figer sur ça. Nous, on va continuer à travailler. On sait que c'est un match amical, c'est un match qui va être très difficile quand même face à une équipe de Brésil avec, comme on connaît ce coach qui est vraiment sérieux, qui nous a montré ça durant toute sa carrière. Je pense qu'on s'attend à un match très 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 compliqué et un match difficile. Après, c'est bien aussi de se mesurer sur ces genres de matchs. Un match qui sera joué donc demain à 16h à Londres. Bonne chance à nos Lions du pays de la Teranga. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Juma Moubarak.